Allez, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là. Pour moi, c'est un peu une première, donc voilà, j'espère que mon intervention va vous intéresser. Donc, effectivement, je suis là pour venir vous parler de l'écosensibilité dans le quotidien des cours de PS. Mais avant de commencer, donc, je voudrais vous poser une petite question. Donc, qui ici a déjà vécu un moment inoubliable, un moment d'émotion en nature, en lien avec sa pratique sportive dans voilà, la pratique physique et sportive? Vous pouvez lever la main, comme ça me permettra de voir un petit peu. Ok. Donc je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà vécu ces moments forts. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais vous lire ce petit passage que j'avais trouvé dans un livre de Gaspard Dalins qui s'appelle Forêt en bataille. Et en fait, je trouve que cette définition de la connexion avec le dehors est pour moi très parlante. C'est un doux sentiment de vertige, un drôle de moment qui vous saisit par inadvertance. Sans intention ni volonté, nous voilà traversés par le dehors. Vous n'êtes plus rien, si ce n'est que l'orage qui gronde par-delà la montagne, la rosée sous vos pieds, la vie qui pulse de tous côtés, la mousse sur les rochers, les arbres qui frémissent dans le vent. Ce sont quelques fragments de secondes, un temps arrêté, un bref instant de communion. Enfin, vous n'êtes plus séparés du monde. Voilà, donc maintenant que j'ai donné cette petite définition, qui est quand même assez poétique, je voulais savoir, du coup, parmi celles et ceux qui ont levé la main tout à l'heure, qui a pu vivre ce moment sans avoir besoin d'aller très loin de la maison, sans avoir besoin de payer un trajet ou une prestation auprès d'un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien dans les pratiques en nature, et sans disposer de moyens matériels particuliers ou coûteux. Ok, bon c'est bien parce que du coup ça prouve que la reconnexion à l'environnement, elle peut aussi se vivre dans les temps du quotidien et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir tous ces dispositifs pour pouvoir se reconnecter de manière régulière à l'environnement. Enfin en tout cas parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors avant de m'engager un petit peu plus dans la présentation, moi je suis en collège et donc j'ai un public d'adolescents, cycle 3 et cycle 4. Et on le sait, il y a plusieurs difficultés qui touchent les jeunes générations. Donc j'ai simplement fait une petite liste. Alors c'est pas très engageant, et je vous ai mis quelques repères de bibliographie. Donc voilà, sédentarité, syndrome du manque de nature, cellulisation du cocon, les inégalités de classe et de genre d'accès à l'expérience en nature, et de même face à la pratique physique et sportive. On a également un effacement de la jeunesse de l'espace public, l'addiction aux écrans qui s'ajoute, les troubles de santé mentale et d'éco-anxiété. Alors par rapport à l'effacement de la jeunesse des espaces publics, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début du XXe siècle, les enfants avaient un rayon de liberté de 10 km autour de la maison, et que de nos jours, ce rayon de liberté est rendu à 500 mètres. Donc c'est quelque chose qui diminue et qui continue à diminuer. Pour parler un petit peu plus précisément de mes élèves, donc moi je constate effectivement un éloignement de la pratique physique quotidienne et régulière, en tout cas de manière spontanée. Ils ont les cours de PS, pour la plupart ils viennent aussi à l'AS, on a un certain nombre de licenciés dans notre établissement, à peu près un tiers des élèves sont licenciés. Et on a aussi beaucoup d'élèves qui pratiquent en club. Mais à côté de ça, je me rends compte que beaucoup, avec leur emploi du temps plutôt chargé, les diverses activités qu'ils vont avoir, musique, etc., aller dehors, se bouger, jouer régulièrement dehors, c'est quelque chose qui devient de plus en plus limité. J'observe aussi beaucoup le cas des sportifs sédentaires, donc des élèves qui vont avoir effectivement leur pratique physique programmée dans leur emploi du temps, mais à côté de ça, ils vont pas avoir envie d'aller d'eux-mêmes faire un tour de vélo, marcher ou courir tout simplement, en plus de leur activité qui est programmée toutes les semaines dans les clubs ou en lien avec le PS. Je remarque aussi qu'ils ont une vie numérique parfois dévorante, qui est plus stimulante pour eux que la vie réelle. Et comme on est en milieu rural, retrouver les copains, c'est plus facile de recréer du lien avec les copains, les copines, en étant sur les réseaux sociaux, plutôt que d'aller se retrouver dehors, où ça suppose qu'on nous emmène en voiture dans un lieu qui est à quelques kilomètres de la maison, etc. Donc c'est vraiment cette vie numérique qui parfois, du coup, prend beaucoup de place dans leur quotidien.
Et puis évidemment ce mot, la flemme, qui revient assez régulièrement aussi dans les discussions qu'on peut avoir. On me réclame souvent un escalator pour remonter les escaliers du gymnase jusqu'au collège. On me réclame souvent un bus aussi pour revenir du collège et des installations sportives, alors qu'on a à peu près 15 minutes de marche, donc c'est pas non plus le bout du monde. Voilà. Et donc, ce que j'observe également, toujours de façon assez, assez marquée, c'est que j'ai des élèves qui sont plutôt déconnectés de l'environnement proche, sachant qu'on est quand même dans un milieu rural où il y a beaucoup de diversité, beaucoup de jolis paysages, y compris dès qu'on passe les portes de l'établissement, en fait. Et ils envisagent vraiment tous ces lieux qu'on traverse comme des lieux de passage, des décors. Ils se sentent vraiment détachés. Et j'observe aussi qu'ils ont une approche assez utilitariste des lieux de pratique. C'est vraiment pour eux des terrains de jeu et ça n'a souvent pas d'autre fonction. Par contre, à côté de ça, si je les invite à ouvrir les yeux, à entrer en contact, à faire simplement porter leur attention sur ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, eh bien, je peux observer de l'enthousiasme, de l'implication, de la joie, du plaisir. Et c'est vrai que à force de sollicitations très régulières, j'observe quelques réflexes, donc ça c'est plutôt positif. Des élèves qui m'interpellent et qui me disent: regardez madame, il y a tel nuage, il y a tel oiseau, il y a telle plante qui pousse sur cette bordure du trottoir. Et c'est vrai qu'à force, je constate qu'il y a quand même des petits réflexes qui se créent. Donc c'est plutôt positif. Parce que moi, à côté de ça, en fait, j'ai développé une sorte de sensibilité par rapport à l'environnement extérieur. Donc j'appelle ça, de manière un peu poétique, porter des lunettes du dehors. Donc j'ai appris à ouvrir les yeux et je deviens de plus en plus sensible à la nature, au vivant. Donc c'est plus fort que moi, en fait. Je peux plus ne pas voir les choses. Et donc j'ai pris l'habitude. C'est comme une sorte de petite routine, de verbaliser mon émerveillement et mes émotions, qu'elles soient positives et négatives, quand je suis avec mon groupe classe. Donc ça se passe souvent sur les trajets ou y compris dans les temps de pratique en extérieur. Et du coup, j'assume ma sensibilité et mon éco-sensibilité. Et c'est vrai que pour eux, c'est une sorte de repère. Je trouve que c'est important aussi de peut-être faire un petit point sur mes préoccupations. Alors oui, je suis prof de PS, j'ai les objectifs et j'essaye de rentrer vraiment dans la démarche qui est attendue dans le cadre des programmes, etc. Mais on en parlait autour des différentes interventions. Il y a quand même cette dominante de l'éducation au développement durable qui prend pas mal d'importance aussi dans mes interventions et dans ma manière de mener mon travail. Donc c'est vrai que j'essaye à la fois d'accompagner mes élèves dans une pratique régulière pour lutter contre l'inactivité et la sédentarité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je me rends compte qu'on a tendance les élèves ont vraiment tendance à ne plus avoir ce besoin d'être dans l'activité physique quotidienne. Et en même temps, j'essaye vraiment de faire en sorte de les aider à renouer avec le dehors en redécouvrant les espaces naturels qu'on a au niveau local. Et par ce biais, je me dis qu'il y a peut-être possibilité aussi d'engager mes élèves sur le chemin de la reconnexion au vivant. Alors, au fil de mes lectures, puisque j'ai essayé aussi de me former sur le plan du naturalisme et de l'éducation au développement durable et comment intégrer la dimension écologie dans mon enseignement. Donc j'ai fait je me suis beaucoup intéressée à l'école du dehors, par exemple, et à travers les différentes lectures que j'ai pu faire, je suis tombée sur cet outil, donc qui a été créé par l'américain Kenny Ballantyne. Et qui a été adapté par Émilie Lagueyt de Éveil et Nature, donc qui s'appelle la pyramide de reconnexion à la nature. Donc je vais vous le montrer juste après. C'est un outil qui permet donc d'illustrer comment on peut planifier et équilibrer de manière régulière les temps que l'on fait passer aux enfants dans la nature. Donc cette pyramide, elle offre un cadre plutôt simple, mais qui est assez engageant. Elle est située sur 4 niveaux.
qui démarre du coup par comment on peut reconnecter les enfants, parce que là on s'intéresse plus voilà, à l'éducation, comment on peut essayer de reconnecter les enfants chaque jour à la nature, aux espaces naturels. Alors c'est pas forcément des grands espaces sauvages, ça peut être juste des petits coins de verdure qu'on a très proches de la maison. Donc essayez de leur proposer quelque chose chaque jour, une petite sortie, un temps de marche, un temps de jeu à l'extérieur. L'étape du dessus, c'est d'essayer de proposer quelque chose chaque semaine, donc avec un temps un petit peu plus long, sur une demi-journée, voire une journée complète en forêt, ou voilà, passer du temps en forêt au bord de la rivière, faire une grande promenade, aller faire une balade à vélo, mais voilà, quand même quelque chose du coup de planifié. Autant là-bas, ça peut être de manière assez spontanée et ritualisée, autant ce qu'on va leur proposer chaque semaine, c'est plutôt quelque chose qu'on leur propose de manière organisée. L'étape encore un petit peu au-dessus, c'est quelque chose qu'on va essayer de leur proposer chaque mois, donc un week-end, un temps dans un espace un petit peu plus sauvage, un petit peu plus éloigné de la maison. Ça peut supposer un déplacement et une organisation un peu plus importante, mais le tout, c'est vraiment d'essayer d'être davantage sur le temps long. La dernière étape, c'est, j'adore le Go Wild. Donc, c'est vraiment essayer de leur proposer un temps en nature de quelques jours, enfin, long, donc plutôt sur une semaine, sur une période de vacances, où on va du coup aller investir les grands espaces, découvrir la nature encore plus sauvage que ce qu'on peut avoir de manière quotidienne, et du coup retrouver aussi les espaces de liberté. Donc, j'ai vraiment adoré cet outil parce que je trouvais qu'il était à la fois facile à comprendre et en même temps à peut-être intégrer dans son quotidien, même si on n'arrive pas à suivre à la lettre toutes les... Enfin, c'est pas des injonctions, c'est plutôt des conseils. Donc, si on n'arrive pas à tout mettre en place, c'est intéressant de l'avoir comme boussole et de pouvoir se dire, ben voilà, mon objectif, ça va être ça, de proposer à mon enfant d'aller de manière régulière en nature et d'essayer de gravir les échelons. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit que ça pouvait être du coup adapté pour la temporalité de l'enseignement de l'EPS, parce que comme le disait Benoît en introduction, c'est vrai que nous, on a une discipline qui est tout à fait légitime pour recréer du lien avec le dehors, avec le milieu extérieur. Donc voilà, je vous réexplique un petit peu pourquoi. C'est vrai que nous, enfin moi en tout cas, en tant que professeur de PS, j'ai l'habitude de travailler dehors. J'investis communément les espaces naturels que je vais avoir autour de mes installations sportives pour mener des séquences d'APPN, par exemple, et puis pour faire aussi d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. Et puis c'est vrai que l'EPS est du coup un dénominateur commun pour tous les élèves de l'établissement. Et on a aussi l'habitude dans le collège d'avoir des séjours sur les thématiques nature, thématiques APPN, qui sont organisés tous les ans, voire tous les 2 ans. C'est vrai qu'on se rend compte aussi que la pratique en extérieur a de nombreux bienfaits. Donc là, je vous remets simplement une petite liste de ce qu'on peut ressortir comme bienfait de la pratique physique en extérieur. Donc ça permet de renouer et d'éveiller le respect et une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. C'est bénéfique pour la santé mentale, la santé physique, ça favorise le bien-être global, ça favorise aussi, on l'a vu tout à l'heure, les relations à soi-même, aux autres et à l'environnement. Ça favorise aussi le développement cognitif, émotionnel et les compétences psychosociales. Ça permet du coup d'offrir aussi des expériences variées. Donc, tout ça me conforte dans l'idée que ça peut être intéressant de proposer la pratique en extérieur avec mes élèves. Donc voilà l'outil que j'ai adapté de la pyramide de reconnexion de la nature version EPS. Donc j'ai adapté la temporalité au fonctionnement du cours d'EPS, enfin de l'enseignement de l'EPS à l'établissement. Donc je propose les différents niveaux. On retrouve une temporalité, on va dire, régulière et proche, où on essaye du coup de proposer quelque chose en lien avec le dehors à chaque leçon.
Ensuite, on peut monter d'un niveau pour proposer quelque chose à chaque séquence. Donc, moi, j'essaye d'investir ce niveau 2 de manière assez régulière. Donc, je propose des séances d'EPS hors les murs. Je vais passer un petit temps après pour vous décrire ce niveau-là. Je propose aussi du coup d'intervenir chaque semestre ou chaque trimestre ou chaque année scolaire en pratiquant en forêt ou dans des grands espaces naturels. Donc ça peut être sur des projets un peu plus ciblés. Des projets, par exemple, des temps forts qu'on va pouvoir mener dans le collège avec, par exemple, l'organisation d'olympiades ou des sorties pédagogiques interdisciplinaires. On va pouvoir amener les classes dans le milieu extérieur et passer une journée en nature, une journée en forêt, une journée pour faire, par exemple, une activité de pleine nature qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner. Par exemple du sauvetage côtier, et ça peut se faire aussi dans le cadre de l'UNSS ou de l'AS. Et ensuite, le dernier niveau, le niveau 4, donc c'est essayer chaque année ou chaque cycle d'organiser un séjour nature, un séjour APPN, ou en tout cas un séjour interdisciplinaire qui va mettre l'accent sur des compétences EDD et des liens avec le socle commun de compétences pour voir comment on peut justement apporter cette dimension reconnexion à la nature dans le projet du voyage. Voilà, donc je vous laisse lire un petit peu. Ça me permet aussi... Hop. Donc, je vous avais dit que je vous reparlerai un petit peu plus précisément du niveau 2. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Du coup, j'enseigne l'EPS hors les murs. Donc, c'est très simple. Je prends mes activités qui sont dans la programmation et une fois par séquence, j'essaye de mener une séance en milieu extérieur. Donc, dans un milieu qui n'est pas forcément un terrain tracé, un terrain de foot, un terrain de rugby, mais d'aller investir un espace, un coin de verdure proche de nos installations. J'essaye de faire en sorte donc que ce soit de manière... c'est plutôt ponctuel, mais c'est aussi de manière régulière. Et c'est vraiment quelle que soit l'activité programmée. Donc, par exemple, si je suis en acrosport, peut très bien m'arriver d'aller faire une séance d'acrosport en milieu extérieur. Si jamais je vois que l'activité ne s'y prête pas, j'organise dans ce cas-là une petite randonnée nature à la place et on va être dans l'activité physique, un peu différente certes de ce que je propose normalement dans la séquence, mais ça permet d'avoir du coup cette contribution au niveau 2 de la pyramide. Donc, le niveau 2 permet vraiment d'éprouver, selon moi, l'éco-sensibilité de manière usuelle, de manière habituelle. Pour donner un autre exemple, j'essaye aussi, par exemple, d'avoir des séquences qui sont complètement en lien avec ce niveau 2. Je vais, par exemple, proposer de faire de la course d'orientation sur une séquence complète. Et plutôt que d'avoir uniquement des balises à aller chercher de manière habituelle, je les place sur des arbres qui ont tous des essences différentes. Et les élèves, en même temps qu'ils vont aller récupérer les balises, vont essayer de repérer des signes pour ensuite reconnaître les espèces d'arbres qui ont été, qui sont présentes sur les lieux. J'ai un peu la même chose aussi. Je peux aussi proposer un peu la même chose avec en accent davantage sur la biodiversité, donc découverte des plantes, découverte aussi des milieux de vie, des milieux de vie de la biodiversité. Alors, on est bien d'accord que je vais quand même faire de l'EPS classique, mais j'essaye donc une fois par séquence de proposer ces séances hors les murs. Il m'est arrivé aussi, par exemple, avec une classe de 6e, de tester
une séquence complète axée aussi sur la co-orientation, où j'avais scénarisé la découverte du milieu. C'est-à-dire, je les avais positionnés comme des aventuriers, et je leur avais expliqué, voilà, c'est notre île, c'est une île. Donc, j'avais appelé ça l'île des Sixtines. Et les élèves devaient, du coup, sur toute la séquence d'orientation, se placer comme des découvreurs de l'île. Et donc, d'essayer de faire un inventaire de toutes les espèces vivantes qu'on pouvait avoir sur notre installation extérieure. Pour moi, l'activité, l'EPS hors les murs, ça permet vraiment d'éprouver l'éco-sensibilité de manière usuelle. Donc ça revient un petit peu sur ce que disait Léa tout à l'heure, se connecter à soi, se connecter aux autres, se connecter aux vivants. On est vraiment, pour moi, l'éco-sensibilité, elle est vraiment au cœur de tout cela. L'EPS hors les murs, elle permet aussi aux élèves de créer du lien avec leur environnement proche. Ça leur permet déjà d'y aller, parce que c'est pas quelque chose d'usuel pour eux. Donc, tous les petits espaces verts qu'on va avoir autour de l'établissement, ça me permet de les investir et du coup de leur montrer comment on peut s'y rendre et comment on peut renouer avec ces lieux qui sont si proches, mais qui pour eux n'existent quasiment pas. Ça leur permet aussi de renouer avec les mouvements naturels, donc la course, le saut, le lancer, grimper, sauter, tourner, se porter, etc. D'accord ? Ça leur permet aussi d'apprendre, comme pour la classe du dehors, d'apprendre par l'expérience, de développer de la créativité et du coup aussi de s'émanciper par le corps. Donc une reconnexion à leur corps, reconnexion à soi. Dans l'EPS hors les murs, les élèves aussi sont délocalisés des installations classiques et donc ça leur permet aussi de se libérer des stéréotypes qui sont liés justement au lieu de pratique. Pour vous donner un exemple, nous on est vraiment dans un pays où les élèves jouent beaucoup au basket en club et donc quand on se rend dans la salle, dans le gymnase où c'est aussi la salle où le week-end il y a les matchs, etc. On sent vraiment que les élèves sont imprégnés, qu'ils ont l'impression d'être chez eux et il y a plein de stéréotypes qui ressortent. Et j'ai l'impression que de les mettre dans un milieu extérieur qui est un peu où il n'y a plus de connotations, il n'y a plus de stéréotypes, ça lisse un petit peu les comportements de tous les élèves. Ça permet aussi, du coup, de s'éloigner un petit peu des étiquettes scolaires. Les élèves qui sont considérés comme forts, comme bons, etc. J'ai l'impression que d'être dans le milieu naturel, ça a tendance à atténuer un petit peu toutes ces étiquettes. Quelqu'un qui a vraiment l'habitude de pratiquer une activité physique en salle, quand on va le mettre à courir sur des chemins sinueux ou dans la boue, il va peut-être pas retrouver la même aisance et la même confiance en lui. Ça me permet aussi de voir qu'on peut proposer d'autres formes de coopération et d'autres formes de communication, parce que l'environnement fait qu'on ne va pas travailler tout à fait de la même manière. Et ça me permet aussi de constater qu'on peut éprouver de la solidarité, de l'entraide et de l'empathie, un petit peu comme ce qui a été observé tout à l'heure, présenté par Léa sur le milieu aquatique. Bon, là, on est plutôt dans un milieu forestier, mais finalement, on retrouve un petit peu les mêmes fonctionnements. Donc, ça permet pour moi de se reconnecter aux autres. Le PS hors les murs permet aussi de considérer le milieu naturel non plus comme un terrain de jeu, mais comme un espace qu'on va partager avec d'autres espèces et du coup de se sentir appartenir. Ça permet aussi de créer des liens entre ce que nous, on éprouve en tant qu'humains dans l'espace naturel et de faire un petit peu des ponts avec ce qui se passe dans le milieu naturel. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, du fonctionnement du cœur. On sait très bien que le cœur peut fonctionner s'il y a tout le système cardiovasculaire qui va avec. On peut très vite faire des parallèles avec, par exemple, l'arbre qui ne fonctionne pas tout seul, qui fonctionne en réseau avec tout le reste de la forêt. Donc j'aime bien aussi essayer d'engager les élèves sur des réflexions où on va faire des ponts entre ce qu'on vit nous en tant qu'humains et ce que représente aussi la vie au sein du non-humain. En connexion avec le non.
On va passer ensuite au niveau 1 de la pyramide, donc vraiment la base. Et le but aussi, ça va être de créer, donc, autant sur le niveau 2, les EPS hors les murs, on est sur des habitudes. Là, ça va être essayer de créer du rituel pour que la base soit robuste. Donc, évidemment, c'est des petites choses qui viennent s'ajouter, qui viennent un peu en dehors du cadre du cours proprement dit. Donc, c'est des petits rituels que je vais proposer en lien, souvent, avec les saisons, avec ce qu'on va pouvoir observer sur le trajet de PS pour aller au gymnase de manière ponctuelle et de manière complètement informelle. Et ça peut être aussi mis en lien avec le calendrier ODD, des 17 objectifs de développement durable. On sait qu'il y a une journée de l'environnement, on sait qu'il y a une journée de la terre, on sait qu'il y a une journée de l'eau. Donc j'essaye de m'intéresser à ce calendrier pour pouvoir justement proposer des petits rituels à mes élèves sur le temps du trajet ou sur le temps d'échauffement ou sur le temps à la fin du cours quand on est sur des moments de récupération. Le tout, c'est de savoir saisir l'instant et puis d'engager des observations, des discussions, comme je disais, plutôt informelles et spontanées. Et d'essayer d'axer sur les sensations, les ressentis et les émotions. Et là, du coup, on se retrouve à éprouver une éco-sensibilité au quotidien. Et du coup, les élèves aussi, en tout cas, j'invite mes élèves aussi à enfiler les lunettes du dehors. Oui, pardon, quelques conseils. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu voilà, particulier comme manière d'envisager les cours de PS. Donc, je vous propose quand même quelques petits conseils, peut-être pour rattacher un petit peu plus au réel. Donc, c'est vrai que le dehors n'est pas magique. Il suffit pas de transposer sa classe dans le milieu naturel et là, tout se fait. Il y a quand même des choses pour lesquelles il va falloir être assez vigilant. C'est du coup proposer des expériences sensibles. Donc, comme faire entrer en contact vraiment les élèves avec le dehors. Donc moi, ça m'arrive, par exemple, de leur demander de se déchausser ou de rentrer en contact avec les écorces des arbres, etc., sans aller jusqu'au câlin. Mais en tout cas, de voilà, s'étirer sur un tronc d'arbre et puis ressentir les différentes écorces, etc. C'est important aussi pour moi de laisser une trace. Alors, c'est pas forcément une trace écrite ou c'est plutôt une trace orale. Donc, ne pas hésiter à laisser du temps aux élèves pour parler, échanger, partager leurs ressentis, leurs émotions, leurs expériences. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la modalité de l'histoire du jour. Donc, à la fin du cours, proposer à un élève de raconter ce qu'il a vécu pendant le cours et de le partager avec les autres. Ce temps de partage est vraiment important puisque c'est ça qui va marquer, c'est ça qui va laisser des traces. En tant qu'enseignant, notre rôle, il est primordial puisque c'est nous qui allons continuer à guider les élèves, et notamment les élèves qui sont plus réfractaires ou plus éloignés par rapport à ce rapport sensible. C'est nous aussi qui allons donner du temps pour verbaliser. Même si on sait que dans un timing de cours de PS, c'est toujours un petit peu, voilà, on est toujours à courir après le temps. Il faut accepter parfois de perdre ce temps pour justement leur donner la possibilité de verbaliser et de ressentir les choses. C'est important aussi, je crois, de réajuster les groupes justement pour créer de nouvelles connexions entre les uns et les autres et justement lutter contre les stéréotypes, que les schémas se reproduisent et qu'on soit toujours un petit peu dans la même dynamique. J'aime beaucoup aussi travailler avec les groupes affinitaires, finalement, parce que je me dis, si des élèves sont ensemble, se font confiance, peut-être qu'ils auront envie, sur leur temps libre, de repartir dans ces lieux ensemble aussi pour se créer leur micro-aventure. Et du coup, de renouer avec cette activité physique et du coup, voilà, avoir une activité plus régulière. Et je trouve important, nous aussi, qu'en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, qu'on prenne part aux échanges. Et qu'on donne aussi nos émotions, qu'on donne aussi nos histoires, qu'on n'hésite pas à partager avec nos élèves. Il faut aussi qu'on prenne l'habitude, et ça je sais que c'est pas facile quand on n'a pas trop de connaissances par rapport à la biodiversité, mais il y a quand même des outils qui sont là pour nous aider, des applications, de faire les présentations en nommant les choses, en nommant les arbres, les espèces d'arbres, en nommant les fleurs,
Par exemple, vous allez faire le contour de l'érable et ensuite vous partez à gauche du chêne. Faites attention de ne pas écraser les cardamines. Enfin, c'est des petites choses comme ça où, ah tiens, on entend, regardez, il y a le pivert, enfin des choses comme ça. Et c'est ça aussi qui va peut-être leur donner envie de s'investir davantage et du coup de porter plus régulièrement leurs lunettes du dehors. Donc, en conclusion, pour les élèves, pour moi, l'éco-sensibilité au quotidien dans le cours de PS, c'est vraiment une réelle opportunité, du coup, pour renouer à la fois avec l'activité physique, mais aussi et leur redonner les clés du dehors, créer du lien avec les autres et le vivant. En tant qu'enseignant, je sais que c'est pas évident, mais il faut vraiment oser se lancer. Il faut pas avoir peur de pas avoir suffisamment de connaissances par rapport à la biodiversité. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'applications, il y a pas mal de ressources qui peuvent nous aider à nous enrichir. Et puis, voilà, on peut aussi se dire qu'on peut transformer notre posture et accepter d'apprendre aussi en même temps que nos élèves. Donc, évidemment, je vous engage également à vous prêter au jeu du dehors. C'est aussi important de comprendre qu'on partage l'espace, voilà, et qu'on va s'accommoder du coup en conscience de nos coins de verdure. Donc là, je vais simplement vous lire ma petite conclusion. Donc je dirais qu'à l'époque de l'Anthropocène, face aux défis à relever, tout cela n'est plus qu'une modeste initiative. Donc c'est vrai que ça peut paraître très anecdotique ou très ponctuel. Mais en tout cas, dans un premier temps, osons et prenons confiance, y compris en zone urbaine, où on s'accommodera en conscience des interstices. Ce que j'appelle les interstices, c'est les petits coins de verdure qu'on peut très bien, dont on peut s'accommoder finalement. Tout cela me fait penser au film que j'ai vu récemment qui s'appelle Le vivant qui se défend, qui à plusieurs reprises, au cours de récits, évoque la place très particulière que prennent nos corps au sein du vivant, entre inadaptabilité et aisance, douleur et bien-être, peur et alliance, vulnérabilité et robustesse notamment. J'ai très envie de citer le réalisateur Vincent Verza qui nous invite à redonner de la texture à notre monde, à le repeupler de ses habitants non humains et à développer un attachement affectif à tout ce petit bout du monde pour ancrer en nous l'envie de le préserver. C'est aussi cela que je vise à travers cette approche éco-sensible dans le quotidien des cours de PS. Que mes élèves ne puissent plus se passer de pratiquer ensemble hors les murs, sans porter leurs lunettes de dehors et de s'engager à préserver les lieux. Car on ne défend bien que ce qu'on en a appris à aimer, et ça c'est une citation de Francis Allais qui nous a quittés cette année. Alors j'en ai terminé, je vous remercie beaucoup, et donc pour illustrer un petit peu mon propos, je vous propose quelques photos que je vais commenter. Donc là, c'est une des premières fois où j'ai amené mes élèves du coup à la découverte du milieu extérieur. Alors vous voyez, j'ai quand même un environnement assez proche de la verdure. C'est une chance, mais je suis persuadée que également en milieu urbain, c'est tout à fait possible d'accéder à des milieux naturels. Donc notre fameux chêne remarquable, là, j'avais adoré ce matin-là parce qu'on avait le soleil qui se levait derrière et l'ombre venait vraiment, on est sur la piste en fait, et là l'ombre venait jusqu'à nos pieds à la base des gradins. Je trouvais ça assez extraordinaire. Donc j'ai pas pu m'empêcher de le montrer aux élèves et on était tous émerveillés de voir ça. La photo d'à côté, c'est quand on a fait du biathlon dans la forêt et donc on enchaînait des temps de course et des temps de lancer. On avait ramassé des graines et on lançait des marrons et des châtaignes. On a fait également une activité parcours. Donc pareil, dans le petit espace qu'on a juste derrière le stade. Avec le mobilier urbain, on a fait aussi de l'ultimate en itinérance. Donc, apprendre à se faire des passes et s'organiser en groupe pour pouvoir faire avancer le frisbee jusqu'à une cible. Les temps de randonnée nature. On fait beaucoup de jeux aussi dans cet espace. Donc, des jeux là, c'est ce que j'appelle le jeu des écureuils. On fait ça en forêt. C'est un petit temps d'échauffement. Jour de glace, donc on avait pris le temps un matin où tout était gelé de passer justement, de faire un petit crochet pour aller voir si l'eau avait gelé dans les flaques et si la rivière avait gelé elle aussi. Ça c'est une activité que j'avais organisée en cours d'orientation où les élèves devaient ramasser des objets naturels qu'ils avaient
qu'ils trouvaient joli, qu'ils trouvaient beau. Et donc, on avait créé un petit cabinet de curiosité de la classe, 6e A. Là, c'est encore un matin où le soleil était derrière la brume, c'était assez joli. Donc, on avait observé, on avait fait une photo. Vous avez quelques images d'acrosport en forêt, des images de rando nature. Et donc là, c'est quand on fait la course d'orientation arboricole. Donc, on a à la fois des fiches de reconnaissance et en même temps, on prélève une feuille au sol pour comparer. Voilà quelques petits épisodes. Donc une fille là qui avait une élève qui avait ramassé et qui avait les mains sales, qui est allée se rincer les mains dans l'eau. Les deux photos là, nous sommes en forêt naturelle, nous sommes la forêt de plantation. Donc on avait fait une rando et on s'arrêtait pour observer les différents types d'arbres. Donc devant la forêt naturelle, les élèves avaient des postures un peu toutes mélangées, et devant la plantation, on était plantés comme des piquets, comme les arbres qu'on avait observés. On avait pris un petit temps de discussion pour comparer les deux. C'est aux biodiversités toujours, une couleuvre helvétique qu'on avait pu observer pendant un cours, pendant un trajet. Voilà, d'autres images. Alors j'aime beaucoup les mains, les ongles faits dans la terre avec les pâquerettes. Je trouve ça très, très, très rigolo. Un site spot. Donc on avait fait ça à une fin de cours. Il restait un petit peu de temps, donc j'avais proposé aux élèves d'aller se mettre dans un lieu et de passer juste 5 minutes pour un retour au calme et essayer d'observer. Olympiade dans l'espace qu'on a aussi sous les arbres. Le cormoran qu'on observait il y a quelque temps. Mais l'arbre est tombé suite à la tempête, donc il va lui falloir trouver un autre endroit. Et d'autres jeux qu'on a pu faire aussi dans le petit milieu naturel qu'on a derrière le stade. Un jour où il faisait très chaud, voilà, on est allé se mettre les pieds dans l'eau. Toujours des petites photos en lien avec les cours. Donc là, on avait été observer d'où venait le rhu, parce qu'on se posait la question. Donc sur un temps de randonnée nature également. Ça, c'est des jeux qu'on fait en forêt aussi. Et ensuite, donc la course d'orientation arboricole avec donc le boulot, le nom de l'arbre, et on poinçonne de manière habituelle, hein, finalement. Et donc sur leur fiche, les élèves doivent repérer ce qui fait l'originalité du boulot par rapport aux autres arbres qu'on va avoir à côté. Quelques petites photos, voilà, des plumes de jet qu'on peut ramasser. Ça nous arrive aussi. Bon, ça c'est plus sur des temps un peu informels et interdisciplinaires où on va faire du land art. Pardon, j'ai oublié un thé à land art. Et encore quelques photos de séances de PS hors les murs. Pour terminer, et le vol de grues qu'on a observé là, il y a 3 semaines à peu près, quand les grues sont de retour chez nous. Voilà, au moment de l'échauffement, on a observé ça un petit peu. Voilà. Donc j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous allez avoir des questions. Merci.